à Béni qui nous préoccupe et que Goma a aussi été l'objet d'une attaque il n'y a pas si longtemps, mardi 2 juin 2015, aux petites heures de la matinée, alors qu'il pleuvait abondamment sur la ville. Plusieurs dizaines d'assaillants lourdement armés ont attaqué l'aéroport du chef-lieu de la province du Nord Kivu, tuant sur l'effet de la surprise 2 éléments des forces de défense affectés à la garde des lieux. Et lorsque les troupes régulières venues à la rescousse sont arrivées, ils ont trouvé les assaillants occupés à mutiler une de leurs victimes. Et vous savez que c'est une façon d'opérer à laquelle nous ont habitués les assassins qui opèrent souvent dans le Grand Nord. Ils coupent la tête de leurs victimes, ils coupent les membres, etc. C'est ce qu'ils étaient en train de faire à Goma lorsque les troupes venues en renfort sont arrivées et les ont mis en déroute. Au cours de ces échanges de tirs qui ont suivi l'arrivée des troupes de renfort à l'aéroport de Goma, 4 assaillants ont été éliminés, 5 seront capturés et le reste de la bande a pris la fuite. Les assaillants capturés ont été interrogés par les services auxiliaires de la justice et les services d'intelligence et ils ont fait des révélations. Des révélations qui ont permis aux enquêteurs de remonter la filière de la terreur qui a failli noyer la ville de Goma. Il ressort des dépositions de ces personnes que certains d'entre eux ont été recrutés par un certain Kambale Malonga à Nyamilima, en territoire de Rutshuru. Ils ont indiqué notamment que d'autres combattants avaient rejoint leur rang depuis plusieurs mois après avoir été recrutés à Béni, principalement dans le secteur de Mbao. Mbao est une des entités les plus martyrisées par l'offensive terroriste que nous déplorons dans le Grand Nord et que nous attribuions jusque-là exclusivement à des rebelles ougandais de l'ADF. On se souviendra qu'un grand nombre de femmes, d'enfants, mais aussi un grand nombre d'adultes et de vieillards ont été assassinés ces derniers jours dans le Grand Nord par des assaillants jamais identifiés. Beaucoup de ces victimes l'ont été dans le périmètre du secteur de Mbao, qui est une entité de Béni. Les terroristes qui ont été capturés à l'aéroport de Goma étaient tous des Congolais, tous ressortissants de la province du Nord Kivu. Ils ont déclaré avoir subi une formation au maniement des armes à feu et des armes blanches dans un maquis de la forêt de Mbao où 2 gourous les auraient endoctrinés. La fin de leur formation était marquée généralement par une sorte de cérémonial ésotérique avec scarification, badigeonnage, supposé les rendre invincibles et invulnérables. Une vieille histoire dans la longue lignée des histoires des rébellions de notre pays. Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart, recrutés donc à Béni, en secteur de Mbao, et acheminés vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga, un ancien chef de bureau dans la commune de Goma, à Goma, et qui semble jouer un rôle dirigeant au sein de ce groupe armé. Il est cité comme l'organisateur de 2 réunions au cours desquelles l'attaque sur l'aéroport de Goma a été planifiée. Le mot d'ordre lors de la dernière de ces 2 réunions, selon les dépositions des personnes capturées à laquelle Kambale avait participé, était, je cite, « frapper à Goma pour embraser toute la province du Nord Kivu ». Fin de citation. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu
du nom de M. Nkenda Kenda aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Kambale a été arrêté, de même que l'honorable Kenda Kenda, arrêté et poursuivi en procédure de flagrance. La perquisition qui a été opérée par les services compétents a permis de découvrir 4 armes, dont 2 AK-47 et 2 fusils mitrailleurs Uzi, manifestement prêts à servir pour d'autres opérations de déstabilisation du Nord Kivu. On a trouvé dans sa parcelle le véhicule qui a servi au transport des assaillants auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma et qui était recherché par la police. Une preuve supplémentaire de son implication. Dans les comptes rendus écrits à la main qui ont été également saisis, compte rendu des réunions préparatoires de l'attaque de l'aéroport de Goma, trouvée sur un suspect, la présence et les interventions du député provincial Kenda Kenda sont confirmées. À la suite des dénonciations des uns et des autres, plus d'une trentaine de suspects sont pour l'instant sous les verrous, après avoir été interpellés pour actes de terrorisme perpétrés aussi bien à Rutshuru qu'à Goma. Certains ont pris la fuite vers l'Ouganda voisin, mais l'Ouganda nous a fait savoir déjà qu'il avait l'intention de les rapatrier vers la République démocratique du Congo en exécution de ses engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui enjoint les États signataires, il faut le rappeler, de ne tolérer ni fournir aucune assistance ni soutien quelconque à des groupes armés, de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, et de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. Les enquêteurs établissent de plus en plus maintenant un lien direct entre l'attaque contre l'aéroport de Goma et les actes de terrorisme qui ont endeuillé le Grand Nord à Beni. Les enquêteurs qui se sont transportés depuis le week-end dernier sur injonction du gouvernement à Beni et à Mbao afin de compléter leurs recherches à ce sujet. Mesdames, Messieurs de la presse, on pensait que l'arrestation de Djamil Mukulu, le numéro 1 de ADF, ougandais, en Tanzanie, que la neutralisation d'un de ses principaux lieutenants par les FARDC et la destruction de leur quartier général dans la jungle par les vaillantes forces de défense et de sécurité de la République allait marquer la fin, ou du moins le déclin, des offensives terroristes qui ont endeuillé le Grand Nord Kivu, mais la poursuite des incursions, la poursuite des agressions contre des populations inoffensives à Beni, quoique moins nombreuses qu'auparavant, tendent à donner de la substance à l'hypothèse de l'existence de réseaux criminels comprenant également des compatriotes congolais. Cette situation inattendue interpelle aussi bien le gouvernement de la République que les communautés du Kivu. Et nous nous perdons en conjectures sur les véritables motivations de ces compatriotes qui ont manifestement choisi d'imiter de la République ougandaise, défense et de sécurité, sont encore occupés à éradiquer dans cette partie de la République. Pour le gouvernement, il ne sert à rien de s'agiter autour de la nationalité
ou de la communauté d'appartenance des auteurs de tels crimes qui se commettent à Béni ou ailleurs dans le Nord Kivu. Un crime reste un crime, quelle que soit leur nationalité, leur communauté d'appartenance, leur motivation, qu'elle soit politique ou mercantiliste. Le sang des innocentes victimes, tombées à Béni et à Mbao et partout ailleurs, au Nord Kivu, ces victimes congolaises innocentes, tuées par centaines, leur sang crie vengeance. Et le gouvernement de la République est déterminé à traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ceux qui, de près ou de loin, se sont compromis dans cette ignoble criminalité que rien, absolument rien, ne saurait justifier. C'est la mission qui a été confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, aux nouvelles unités des forces de défense et à leur nouveau commandement déployés dans cette zone martyre. Mesdames, Messieurs, je voudrais dire un mot maintenant assez brièvement sur les déclarations du sous-secrétaire d'État américain, M. Tom Malinowski, au sujet du dialogue national qui est en préparation. Vous le savez que pendant son séjour à Kinshasa, le sous-secrétaire d'État américain à la démocratie et aux droits de l'homme, Tom Malinowski, a déclaré au cours d'un entretien avec la presse le 4 juin que le dialogue républicain, je le cite, ne devait pas servir de prétexte pour retarder les élections. Fin de citation. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Je parle de mauvaise foi et je pèse mes mots parce que tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Malinowski s'est permis d'ajouter en plus que l'ordre du jour du dialogue national devait se concentrer uniquement sur les problèmes électoraux, comme si, pour parler de leur pays, qui a bien d'autres chats à fouetter, notamment cette grave crise humanitaire et sécuritaire qui secoue le Grand Nord, ces perturbations de l'ordre public qu'on observe à Aveba, en Ituri, ou à Manono, dans le nord du Katanga, les Congolais avaient besoin de l'autorisation d'un de leurs partenaires étrangers. En réalité, M. Malinowski, qui a été activiste chez Human Rights Watch il y a seulement quelques années, a rarement raté une occasion de se livrer à des excentricités bien peu diplomatiques. Et pas plus tard que l'année dernière, il avait été déclaré persona non grata par le Bahreïn, après des déclarations qui ont mis mal à l'aise les autorités de ce pays. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, où il vient de se mêler de choses qui ne concernent pas des partenaires étrangers, mon collègue le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement stable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Fin de citation. Cette position du gouvernement s'inscrit dans le droit fil de la déclaration du président de la République, Joseph Kabila, dans son discours sur l'état de la nation le 15 décembre 2014. Citation: de nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions
mais jamais des injonctions. Fin de citation. Le troisième point a trait au dialogue national. Vous le savez, certaines autres actions souhaitaient naguère la tenue d'un dialogue républicain ont déclaré qu'ils liaient cet exercice à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, dit accord cadre d'Addis Abeba. D'autres récusent l'initiative prise par le président de la République à cette fin. Mais en réalité, quiconque a parcouru ce texte peut constater que l'accord cadre d'Addis Abeba ne fait aucune allusion au dialogue entre Congolais, parce que c'est un accord régional, c'est un traité entre États. C'est plutôt dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 mars 2013 à New York, qu'il est demandé au point 14, sous-point B, je cite, au représentant spécial des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, de promouvoir, et je souligne promouvoir, au moyen de ses bons offices, un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Fin de citation. Il s'agit donc bien d'un lobbying et non de ce véritable acte de substitution de souveraineté auquel quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir, que quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir en demandant à un préposé des Nations Unies de convoquer des forces politiques congolaises à un dialogue, convoquer également le chef de l'État auprès duquel il a été accrédité par la communauté internationale. Kafka ne s'y retrouverait pas. Et c'est ce que le représentant de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, M. Kobler, essaye de faire passer en déclarant Urbi et Urbi qu'il soutient l'initiative prise par le président, qu'il reste disponible pour apporter ses bons offices si le président de la République, Joseph Kabila, le lui demandait. On ne comprend pas pourquoi les gens s'entêtent sur le chemin de lui demander de se substituer au président Joseph Kabila. L'exigence d'une certaine opposition de ne participer à un dialogue que si le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa en assurait le leadership ou la présidence, ne répond donc ni à la lettre ni à l'esprit des résolutions du Conseil de sécurité. Et du reste, dans un louable souci de recadrer ces interprétations un peu à l'emporte-pièce, le Conseil de sécurité adoptera une autre résolution concernant la République démocratique du Congo, la résolution 2211, dont on parle aussi. C'était le 26 mars 2015, c'est-à-dire 2 ans presque jour pour jour après la résolution 2098 du 28 mars 2013. Que dit cette résolution 2211 que l'on nous brandit également pour justifier ce schéma de substitution de souveraineté ou de mise sous tutelle? Cette résolution 2211 du Conseil de sécurité ne parle pas du dialogue politique dans le sens que lui donnent ceux qui refusent de faire du dialogue une affaire de Congolais. On lit plutôt au sous-chapitre élections que le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus crédible, ouvert, transparent,
pacifique et conforme à la Constitution congolaise et au calendrier électoral pour qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif. Fin de citation. Le terme dialogue dans la résolution 2211 n'apparaît qu'au sous-chapitre qui est consacré aux relations entre la République démocratique du Congo et les autres pays de la région des Grands Lacs. Dans les recommandations adressées non pas aux représentants du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, mais bien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et pour cause, auquel il est demandé, je cite la résolution, de continuer à s'investir à l'échelle régionale et internationale dans la quête de la paix, de la stabilité et du développement économique de la République démocratique du Congo et de sa région, notamment en favorisant l'organisation rapide d'élections nationales crédibles et sans exclusive et en ouvrant un dialogue régional. Un dialogue régional. Fin de citation. C'est écrit noir sur blanc. Il serait souhaitable que ceux de nos compatriotes qui ont voulu surfer en quelque sorte sur l'accord cadre d'Addis Abeba et sur les résolutions 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour torpiller l'initiative prise par le chef de l'État en réponse à la demande d'une partie de l'opposition à bien vouloir procéder à un réexamen de ces trois instruments juridiques qui ne disent pas ce qu'ils prétendent. En tout état de cause, il faut saluer l'unanimité qui se dégage des propos responsables et frapper au coin du bon sens qui sont tenus par tous les hôtes reçus par le chef de l'État qui ont tous soutenu l'impérieuse nécessité de la tenue du dialogue dans le respect des institutions et dans le respect de la Constitution, surtout à l'aube des échéances politiques à venir qui exigent un climat général de confiance. Mesdames, Messieurs de la presse, les raisons de ceux qui s'opposent à un dialogue entre Congolais sont multiples et variées. Elles vont d'une remise en cause du rôle d'initiateur du chef de l'État à des spéculations et revendications préalables quant à l'objet, au périmètre et aux objectifs du dit dialogue, en passant par des appels à une médiation étrangère dont nous venons de parler. Ces questionnements, combinés aux besoins d'évaluation des processus antérieurs, sont choses normales et compréhensibles dans une démocratie. Toutefois, le jeu des postures au détriment des enjeux reste inadmissible pour le gouvernement. Surtout lorsqu'un certain nombre de raisons avancées au dialogue, par ceux qui s'opposent au dialogue ne concernent en réalité ni le périmètre de celui-ci, ni son objet, ou encore ses modalités. On a plutôt le sentiment d'être en face de calculs, d'acteurs politiques, soucieux d'être les premiers dans les rangs d'une sorte de grand-messe, lorsqu'ils ne voient pas d'un mauvais œil l'élargissement du dialogue à d'autres, avec à la clé l'obligation du partage éventuel des dividendes ou le risque que l'initiative, tout comme les bénéfices du processus, leur échappe, ce qui justifie à leurs yeux leur souhait que la démarche n'aboutisse jamais. Il faut que les Congolais cessent de projeter le devenir de leur pays sur la base de procès d'intention, signe manifeste d'une incapacité à dépasser les a priori. Le dialogue entre Congolais sur le Congo devrait devenir une seconde nature pour tous. Il ne doit pas être instrumentalisé à des fins d'affichage ou pour une caution de vue partisane. Il s'agit de réflexions stratégiques
devant aboutir à des solutions partagées sur l'avenir de toute la nation. On peut comprendre l'efficacité d'une médiation ou d'une facilitation internationale comme gage de la crédibilité du dialogue entre ressortissants d'un même pays dans certaines circonstances. Mais nous devons être à l'écoute de l'opinion de plus en plus partagée par nos concitoyens qui pensent qu'après la table ronde de Bruxelles, après la conférence de Tananarive, après le dialogue intercongolais de Sansi, temps est peut-être venu pour que les Congolais puissent se parler entre eux, sans faire de leur pays une éternelle arrière-cour de la communauté internationale. Et si la vivacité du débat démocratique dans notre pays est la traduction de la mesure de la passion pour le Congo, l'intérêt supérieur de la nation commande que cessent ces éternelles récriminations, que notre société cesse d'être une société de conflits éternels. Après tant d'épreuves, après tant de désillusions, la République démocratique du Congo a besoin d'apaisement. Tous les Congolais ont besoin de la paix. Ce n'est pas un luxe pour notre classe politique que d'avoir un entendement commun sur les fondamentaux des règles démocratiques qui vont être convoqués à l'occasion des cycles électoraux de 2015 et 2016. Le cas de nos voisins du Burundi, où la crise a résulté de l'interprétation contradictoire des accords d'Arusha par la classe politique de ce pays, devrait pourtant nous interpeller. Que les Congolais parlent entre eux-mêmes de leur pays, de leurs élections, de leur sécurité et de tout le... Conducteur sur la voie publique, il est important de respecter sa bande.